Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Donc on va continuer le débat. Il expliquait, il a donné quelques explications, mon cher Daouda Mohamed. Je parle de Boundou Sila. Voilà. Oui, et le caractère de liquidité sur les décaissements, c'est ce qui amène ce doute autour de ces décaissements. Parce qu'aujourd'hui, il a rappelé d'ailleurs la dématérialisation des transferts, ou en tout cas de l'argent aujourd'hui dans la circulation, peut permettre de contrôler les mouvements de fonds. Mais lorsque c'est des fonds en liquidité qui sont décaissés, et on ne mentionne pas c'est destiné à quelle entreprise, et cette entreprise, si elle est sérieuse, elle doit bien avoir un compte pour recevoir son argent. Mais si c'est dans le bureau qu'on invite les entrepreneurs à venir chercher leur argent, leur dû, ça veut dire que quelque part, ça ne bouge pas. Et est-ce qu'on a affaire à ce niveau à des entreprises vraiment sérieuses? Si elles sont sérieuses, elles doivent forcément avoir des comptes. Si elles ne le sont pas, ou si elles sont inventées, créées, fictives, elles viendront chercher forcément leur argent au bureau du directeur, ou en tout cas du patron de sa structure. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a lieu qu'on s'y interroge et que les responsables acceptent de nous dire pourquoi ces décaissements de liquidités, ça se transporte dans les gros sacs pour déposer au bureau, et dire que ce n'est vraiment pas douteux, voilà la destination, et pourquoi ce n'est pas passé par les banques. Voilà, allez, nous repartons du côté du Canada, d'où nous attend Youssouf Boundou Sila. Les grandes gueules. Boundou, merci de revenir. À l'entame, vous nous aviez expliqué ce qui fonde vos doutes sur ces décaissements. Ensuite, on a une autre question, c'est sur, bien sûr, les destinations de ces montants. Est-ce que des entreprises sont clairement identifiées ou identifiables à travers les relevés bancaires? Oui, cet aspect personnellement m'avait interpellé. J'ai essayé du côté de la PIP pour avoir des informations. Mais malheureusement, ce n'était pas du tout évident. Mais ce qui est sûr, à la Direction nationale des impôts, la plupart de ces entreprises ont un NIF. Ce qui veut dire NIF, c'est le numéro d'identification fiscale. Donc, c'est facile de retracer. Mais de l'autre côté, l'information au niveau de la PIP aurait pu nous aider à connaître réellement qui sont les propriétaires de ces entreprises-là, parce que c'est toujours connu, même le président de la République, il a dénoncé ça plusieurs fois. Il y a beaucoup qui créent des entreprises, qui confient à leur épouse, à leurs parents, pour pouvoir profiter des biens publics. Donc à ce niveau, seule la PIP pourra nous aider pour savoir quelles sont ces entreprises-là, est-ce qu'elles sont à jour au niveau des impôts, etc. etc. Donc la plupart de ces entreprises, je pense qu'elles existent physiquement, parce qu'on a pu vérifier qu'elles possèdent, si vous voulez, le numéro d'identification fiscale. Alors, on se rend compte que vous avez rencontré quelques responsables pour justement lever l'équivoque sur certaines questions. Et dans l'ensemble, enfin, d'après la lecture, ce sont des responsables qui battent en brèche tout ce que vous avez apporté comme explication. Qu'est-ce qu'ils disent concrètement sur cette manière, c'est cette façon de sortir de l'argent? Quelle explication vous avez pu obtenir à date? Oui, je dois vous préciser qu'un de nos représentants locaux s'est rendu à 2 reprises au bureau du directeur général du fonds d'investissement minier, en l'occurrence M. Dabo. Il y a eu des reports. Personnellement, je l'ai appelé à partir du Canada pour pouvoir échanger avec lui, mais il ne semblait pas être à l'aise au téléphone. Donc, il a donné 2 rendez-vous qui n'ont pas été respectés, tel que c'est noté dans l'article. Mais finalement, ils se sont rencontrés, mais le journaliste a été privé de son matériel du travail, ça il faut le noter. Il n'avait ni dictaphone, ni téléphone. On lui a dit que c'est la seule condition qui leur permettrait de pouvoir étayer, s'exprimer là-dessus. Donc, il n'avait que son stylo et son bloc-notes pour prendre note. Il était entouré par 2 de ses lieutenants. Ils ont essayé d'expliquer. Mais je me suis rendu compte au compte rendu que le journaliste Alassane Ba, que je salue de passage de Guinée News, qui a fait un excellent travail, a analysé ce contenu. Je me suis rendu compte qu'il ne savait pas réellement si nous possédions le relevé bancaire du fonds
d'investissement minier. Sinon, ce qu'on aurait voulu avoir, c'est d'avoir l'état financier de l'entreprise. Toute entreprise, qu'elle soit publique ou privée, l'état financier permettrait n'importe qui de se faire une idée sur la façon dont cette entreprise est gérée. Mais très malheureusement, ils nous ont dit qu'ils ont les états financiers, les rapports, ils les orientent vers leur hiérarchie. Donc, évidemment, à analyser les explications qu'ils ont données relatives à certains décaissements, notamment le crédit cash. J'ai expliqué ça brièvement dans le texte. Le crédit cash, c'est lorsque vous émettez un chèque à un individu ou à tiers qui va régler des problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec la vocation du fonds. Donc ça suscite des interrogations. Pourquoi doit-on effectuer des paiements en crédit cash? Ils ont dit, ils ont nié qu'ils ne donnent jamais de paiement, ils ne font jamais de paiement en crédit cash. Pourtant, en parcourant le relevé, on voit deux grands décaissements liés au crédit cash. Ensuite, vous regardez dans le relevé, en analysant le relevé, vous verrez qu'il y a des paiements qui sont faits en représentation de billets. Représentation de billets dans le système bancaire, ça veut dire simplement lorsque vous émettez un chèque à quelqu'un pour aller payer soit ses prestations, soit autre chose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'écriture en masse. Ça aussi, ça se trouve dans le relevé. Écriture en masse, vous rassemblez des petits chèques en un seul chèque, vous allez faire des décaissements. Donc, Mafoudia, lorsque vous analysez le relevé, vous allez vérifier dans une réussite financière, vous verrez des décaissements jusqu'à 300, 500, 900 millions de francs guinéens par jour. Ce ne sont pas des sacs dans lesquels on met l'argent. Cette fois-ci, ce sont des pick-up qu'on utilise parce que la monnaie guinéenne est ce qu'elle est. Donc, tout ça, ça participe à l'inflation. Payer en cash là, sans aucun contrôle, vous voyez quelque part, il y a beaucoup de choses à dire sur ce dossier. Donc, je ne pense pas que les responsables du fonds soient à mesure d'expliquer ou si vous voulez, de justifier quoi que ce soit. Peut-être que pour certaines dépenses, c'est justifiable facilement, mais il y a pour la plupart des décaissements effectués en crédit cash, en représentation de billets et en liquidité, je vais dire qu'il y a réellement, tel que c'est noté dans l'article, il y a anguille sous roche. Seule l'inspection ou un audit pourra nous situer, et ce n'est pas le team seulement. La plupart de ces établissements-là, les directeurs les ont transformés en des biens personnels. Ils s'en servent comme ils veulent, ils ravitaillent leur réseau, ils ravitaillent, si vous voulez, leurs parrains s'appuient dans l'homme qui les soutiennent pour pouvoir se maintenir à leur poste. Donc, franchement, quand on veut être sérieux pour un État sérieux, il va falloir réellement moraliser les recettes, faire en sorte que le peu qui rentre là, que ça puisse permettre à l'État de financer certains projets de développement au profit de la Guinée et des citoyens guinéens. Voilà. Youssouf Boundo Sila, en direct ce matin chez les GG. Si vous voulez en savoir un peu plus, évidemment, sur cette enquête, rendez-vous sur le site guinénews.org. Merci beaucoup, Youssouf Boundo. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Mon cher Jacques, nous allons partir sur le terrain d'où nous attend donc Moriba Delamou. Il est le maire de Zérékoré. Bonjour, monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur Antoine. Merci de venir à cette émission ce matin. Alors, on s'intéresse à la crise qui est actuellement en Zérékoré. On vous accuse, pas une seule personne. Il y a non seulement le patriarche choisi par la lignée des Ogbla, mais également Sekou Souapé qui était sur nos antennes hier. On vous accuse de créer des problèmes, que c'est vous qui soutenez le fils du patriarche défunt. Qu'avez-vous à répondre ce matin? Merci à Espace, merci à vous tous journalistes, merci à vos milliers d'auditeurs. Je suis Moriba Albert Delamou, je suis le maire de la commune urbaine de Zérékoré. Bien, vous avez dit dans votre question qu'il y a Sekou Souapé et le choisi des Ogulémons qui sont en train de m'accuser. Mais pour la petite histoire, je voudrais un peu le dire pour la mémoire de tout le monde et des populations. Vous savez, les familles Zoubelémou, je ne vais pas rentrer dans leur histoire, ils sont composés de 4 groupes, de 2 groupes. Donc il y a un groupe qui a 4 totems et un autre groupe qui a 7 totems.
Donc l'histoire là, c'est connu par tout le monde. Monsieur le maire, c'est pas là la question. Oui. Voilà, répondez à la question. Il y a eu 2 installations de 2 patriarches différents, tous de la même famille. Le fils qui dit avoir été désigné par son père de son vivant, et l'autre qui a été désigné par le Conseil des sages. Tous les 2 réclament ce poste. Vous soutenez le fils. Pourquoi? De quoi vous vous mêlez, on a envie de dire. Voilà. Je soutiens le fils parce que, selon l'histoire, le premier qui a occupé le poste, avant sa mort, le vieux Amara Noka, a réuni tout le monde et il a désigné son dauphin, qui était le vieux chef Manimo. Et le vieux Mololomo Azali, qui a été installé en 2006, avant sa mort, pendant 5 fois, il a désigné David Massa Zoubelemou, en présence de tous, comme étant son successeur. Et pourquoi je le soutiens? Lorsqu'il le désignait, ce n'était pas un cachette. C'était devant tout ce qu'on appelle famille Zoubelemou. Toutes les 7 familles étaient là. Moi-même, maire, j'étais témoin, j'étais là. Il a dit le jour qu'il va mourir, comme l'a fait Amara Noka, son prédécesseur, d'accepter de donner le pouvoir à David Zoubelemou. Personne n'a. Tout le monde. Et qui ne dit rien constant. Qui était Amara Noka pour qui était Amara Noka pour son successeur? Qui était Amara Noka pour le défunt patriarche? Amara Noka était le premier patriarche installé à Zérékoré. Qui était-il pour Azali Zoubelemou? Est-ce que fils ou était-ce son frère? fils, son frère ou son, je sais pas, son ami? Non, c'est la lignée, c'est la famille des Zoubelemou. D'accord. Alors, moi, ce que je veux comprendre, Oui. c'est, dites-nous clairement, que dit la procédure? Voilà. Merci. La procédure, prenons en 2006, à l'installation du vieux Azali Zoubelemou. Parce que le premier, comme je vous ai dit, en 1985, il n'y a pas de processus bien établi pour dire voici c'est tel. Non. En 1985, lorsque le président l'année repère. Vous voulez dire que l'année repère c'est 1985, alors que d'autres disent que c'est une tradition qui date des siècles. Vous parlez de 1985. Votre année repère c'est vraiment 1985 et 2006. Écoutez, si vous voulez que je rentre dans l'histoire, j'ai le repère depuis la pénétration coloniale. Je peux vous la donner, mais faut nous économiser. Nous n'avons pas ce temps tout de suite. Voilà, pour qu'on économise le temps, c'est pourquoi je parle de ça. Sinon, je peux aller jusqu'à... Monsieur le maire, moi j'ai une question pour vous. Beaucoup vous accusent aujourd'hui de jouer un jeu politique à Zérékoré parce que si vous menez un peu le sondage, on estime que le colonel, aujourd'hui, sa famille est beaucoup plus soutenue par les jeunes, mais aussi par le Conseil des sages. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, pour une question de stabilité à Zérékoré, il faudrait prendre en compte, disons, la volonté populaire, parce qu'on sait que Zérékoré quand même a été toujours une zone conflictogène. On connaît le rôle que jouent ces sages dans la cité. Est-ce qu'il ne faudrait pas se ranger du côté de la notabilité? Voilà, merci. Voilà, maintenant, si vous me laissez vous répondre, si vous voulez parler de majorité, celui aujourd'hui qui a la majorité, c'est David Massa Zoubelemou. Sur les 7 familles, lorsque j'ai été à la Réunion, il y avait 5 familles Zoubelemou, si vous m'avez suivi à la télévision, qui l'ont soutenu. Les 9 communautés qui vivent à Zérékoré, les 9, la coordination des sages, toute la population de Zérékoré soutient David Massa Zoubelemou. Alors, si on veut parler de popularité, que les gens ne se trompent pas. Je suis sur le terrain, je connais, je vis les faits. Donc, si vous voulez, c'est un peu ça. C'est ça, parce que toutes les communautés, les 9 communautés qui vivent, y compris 5 familles des Zoubelemou, soutiennent David Massa Zoubelemou pour qu'il soit le patriarche, parce qu'il est dans la lignée noble, la lignée de Holobolo. C'est ça ma position aujourd'hui. Bien. Et pour respecter la mémoire du patriarche défunt, je me suis dit, je m'aligne derrière David Zoubelemou. Les gens qui parlent aujourd'hui du nouveau qui a été choisi. Mais le nouveau qui a été choisi par combien? Et le nouveau qui a été choisi,
n'est pas connu à Zérékoré. Et nous avons fait des successions d'événements ici. Il y a eu des cas, il y a eu des morts d'hommes. Ce monsieur n'est jamais même venu dire mes condoléances à la population de Zérékoré. C'est David qui a tout géré avec la coordination et avec le patriarche. Alors quelle est la raison? Qu'il me convainque, alors qu'il n'a qu'à me convaincre, me donner des raisons justes pour que je quitte derrière David pour leur soutenir. Il n'y a pas de raison. Même si on parle de popularité, David est le plus populaire. Voilà, même si vous êtes l'autorité, parce qu'hier, Swapel disait sur notre antenne, attendez, laissez-moi placer ça s'il vous plaît. Swapel disait hier sur notre antenne que les autorités n'ont pas à se mêler. Je disais tantôt, mais pourquoi cette intervention? Pourquoi vous vous intéressez à ce sujet, à rappeler que vous êtes quand même le maire du côté de Zérékoré? Mais vous avez ajouté le maire. Oui. Vous savez, celui qui l'a dit, peut-être il ne connaît pas ce qu'on appelle la décentralisation. Je veux qu'il le sache. Je suis l'élu du peuple. Oui. Et l'élu du peuple, lorsque le peuple a un problème, il est devant, derrière et parmi le peuple. Donc, ça vous intéresse? Il doit suivre. Moi, je ne suis pas nommé par décret. Je suis l'émanation de ce peuple. Et donc, le patriarche qu'on veut mettre est un de mes citoyens. Bien. Que ce soit Lambert, que ce soit David, ils sont tous mes citoyens. Mais je dois balancer. Je dois faire balancer où on peut trouver la paix. Si on peut trouver la paix à Zérékoré, mais on ne peut pas occulter l'opinion de toutes les 9 communautés qui vivent à Zérékoré. Zérékoré est une ville cosmopolite. Bien. Mais les gens s'arc-boutent entre l'affaire de famille. Je suis d'accord avec famille. Mais sur cette famille, tu sais que se dégage pour un et les autres pour l'autre. Qu'est-ce que vous, à ma place, quelle serait votre position pour la paix à Zérékoré? Ben écoutez, je laisserai, je vais dire, les sages gérer cela, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà, même si je suis maire, même si je suis préfet, j'en sais rien du tout. Mais bon, ça c'est mon avis et ça ne compte pas. Merci beaucoup en tout cas, Moriba Delamou, il faut le rappeler. Vous êtes le maire de la commune urbaine de Zérékoré. Vous étiez ce matin notre invité chez les GG. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace Forêt. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Tous les matins, vous nous regardez également sur Espace TV, vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin qui s'est déjà installé dans ce studio, évidemment, n'est autre que Elhadj Mamadou Sylla, président, chef de file de l'opposition, il faut le rappeler, mon cher Dodo Mohamed. On entame le débat avec notre invité ce matin. Oui, la première question, vous avez réclamé cette reconnaissance de votre statut de chef de file. Aujourd'hui, cela est une réalité. Alors, dites-nous comment vous appréhendez ce statut de chef de file de l'opposition. Bonjour. Bon, bonjour. D'abord, je souhaite à tout le monde. Merci à vous. Bonne année. Donc, bonne année. Ouais. Le micro. Voilà. Allez-y. Bon, vous savez, Allez-y. quand vous dites que j'ai réclamé, je n'ai pas réclamé. Ouais. C'est la loi qui m'a conféré ça. Ouais. Donc, vous voyez, C'est un droit. c'est un droit. Ouais. Alors, qui est venu, mais qui est venu à retard quand même. Mais quand même, finalement... Depuis 8 mois, vous attendez. Hein. C'est quelque chose qui a été... Un tort qui a été, n'est-ce pas, réparé. Alors, dès que c'est venu, il faut dire que vous n'avez pas perdu du temps. Vous avez directement procédé à l'installation de votre cabinet, à la nomination des membres. Dites-nous sur quels critères vous êtes basé pour choisir ces personnes. Comment est-ce que vous avez consulté cette équipe? Bon, vous savez que le chef de file a passé. J'étais, n'est-ce pas, membre du cabinet, n'est-ce pas, le chef de file, ancien chef de file. Donc, je sais un peu c'est quoi, mais le problème, c'est qui a fait que ça n'a pas beaucoup prospéré à ce temps, parce que beaucoup de partis politiques qui étaient alliés à l'époque à l'IFDG, donc tout le monde ne s'est pas retrouvé là-dedans. Alors tout de suite, ça a amené une frustration. Vous avez suivi ça. Oui. Hein, les Babakouli, les Mouktar, Makanera n'étaient pas là-dedans. Non, ceux qui Makanera était dans le cabinet. Ceux qui n'étaient pas, Makanera était là. Donc, il y avait 6. Mais bon, IFDG, vous savez que il n'y avait pas de problème. Bon, nous, je vais vous dire, mon groupe parlementaire,
on est 14 députés et 9 partis. Vous voyez? Oui. Donc, c'est pas facile que ça. Donc, s'il faut prendre tout le monde, c'est-à-dire pour que la cohésion soit là dans le groupe, il faudrait penser à tout le monde. Donc, c'est les chefs de partis politiques qui sont députés encore à l'Assemblée. Moi, que la plupart que j'ai pris. Oui, mais vous êtes chef de file de l'opposition, donc porte-parole d'office de l'opposition. On constate que la plupart de ceux qui ont été choisis sont issus du Parlement et ceux de l'opposition extra-parlementaire. Ici, il y en a. Il y a M. Cissé, Nouvelle-Guinée, je ne sais pas. Il y a des partis influents que nous connaissons qui n'existent pas dans votre cabinet. Il y a l'UFR qui est un parti influent. Il y a l'UFDG, le PDN de Lansana Kouyaté qui ne figure pas dans votre cabinet. Pourquoi? Bon, je crois que l'espace était des jours que, comme vous dites, des jours que j'ai été reconnu. Parce que moi, j'étais déjà, depuis l'élection, c'est-à-dire le résultat provisoire au niveau de la CENI à l'époque, c'était le mois de mars, depuis là, je savais que j'étais le chef de file. Maintenant, ça a été ça. Donc, ces jours-là, et Espace était là. Tout le monde, je crois qu'il y a beaucoup de journalistes qui m'ont tendu le micro. J'ai dit, écoute, je tends la main à tout le monde. Tous ceux qui se reconnaissent quand même qu'ils sont de l'opposition. L'opposition, ce n'est pas seulement un parti politique. Vous avez les syndicats, vous avez les sociétés civiles. Tous ceux qui se réclament, qui sont de l'opposition, maintenant, ils n'ont qu'à venir, je tends la main. Est-ce que vous êtes allé vers ces entités en envoyant des courriers ou une prise de contact avec ces partis? Bon, vous savez, c'est compliqué de voir aussi. En fait, c'est compliqué par rapport à certains partis. Les partis qui ne sont pas allés aux élections, qui ne reconnaissent pas le président d'abord, c'est pourquoi je suis sorti l'autre fois quand, n'est-ce pas, mon ami Selou a dit qu'il ne reconnaît pas, parce qu'il ne reconnaît pas l'Assemblée. Donc, alors, comment on peut aller vers où lui? Puis aussi, IFR aussi, c'était comme ça. Mais les autres, j'ai contacté, je suis parti vers eux. Et puis, j'ai demandé, chaque fois que m'interviewait, je disais, je tends la main, je demande tout le monde de venir. D'accord. On constate qu'il y a une dizaine de membres dans ce cabinet et on constate que c'est un mini-gouvernement. Il y a le conseiller chargé des transports, chargé des finances et tout ça. Tout le domaine. Ouais, tout on le n'a domaine. pas oublié. Ouais. D'accord. Donc, si le gouvernement est composé de 33 personnes, votre cabinet est aussi composé de 33 personnes, c'est cela? Non, c'est pas ça. Bon, nous, on a un peu regroupé parce que vous savez, bon, avoir 50 ministres ou 50 conseillers, non. Bon, moi, je redis tout ça, je crois qu'on est à 16 personnes. À 15 personnes. Alors, ça va se passer comment concrètement? Parce qu'on apprend que c'est 500 millions chaque 3 mois. Ça se passera comment désormais? Vous allez payer à combien les membres de votre cabinet? Comment est-ce que vous allez travailler? Bon, pour le moment, on est en phase d'installation. Et l'argent que vous dites, j'ai toujours entendu le nom, je n'ai jamais vu le couleur. Ouais. Est-ce que ça va venir ou pas? Le partage de butin, comme on dit. Il ne faut pas vendre le pot de quoi. Peut-être Djiba, si vous me permettez, aujourd'hui vous constituez votre cabinet avec des nominations et autres. Ils vont faire quoi concrètement? Comme travail. Ouais. Bon, c'est ça. J'ai dit que non seulement il y a le cabinet, n'est-ce pas, des conseillers, différents conseillers, Oui. mais aussi il y a le chef de cabinet aussi qui a ses... C'est un travail de réflexion, technique, de proposition. Qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est ça, en fait, c'est ça. Bon, normalement, si vous regardez la loi même qu'il a créée, et on a un devoir à faire. Ce devoir-là, moi, j'entends de faire ça avant d'attendre le droit. Bien. Mon droit. Alors, donc, c'est aller et voir partout. Et bientôt, je vais sortir, j'ai déjà un plan d'action que c'est validé. Je vais aller, j'ai commencé déjà à exécuter, n'est-ce pas, mois de décembre passé. Je vais aller sur le terrain, aller voir de grands projets tels que les miniers et autres, tout ça. Et on a prévu aussi visiter même les prisons, aller voir les prisonniers politiques, bien sûr, aller voir comment ils se portent. Voilà, parce qu'on n'est pas la justice, c'est vrai, mais je
je vais aller quand même voir. Ouais, c'est bien qu'il y a déjà un plan d'action. C'est bien. On parle de dialogue en ce moment, pour parler lutte politique, Mafoudia Bangoura. Alors, on parlait de politique, de dialogue et tout, et déjà, si on reste d'abord avec l'opposition entre elles, il y a ce pic que vous avez lancé à l'endroit, par exemple, du chef de file de l'opposition, quand vous dites que vous avez... Pardon, l'ancien chef de file de l'opposition. C'est important. L'ancien chef je ramène. Okay. Alors, l'ancien chef de file de l'opposition, vous dites que vous n'allez pas faire comme lui. Ouais. Vous aurez une autre manière de faire. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, ça veut dire d'abord, c'est ouvrir. J'ai ouvert à beaucoup de partis politiques. D'accord. Donc, avant, c'était 6 personnes. Mais aujourd'hui, moi, je suis à 15. Juste maintenant, chef de cabinet et puis les techniques, c'est-à-dire les travailleurs techniques et les travailleurs qu'on est en train de voir combien de personnes il faut. Parce que si déjà les partis, les présidents... Non, on ne parle pas de votre cabinet là. Nous, on parle de dialogue national. Ah bon, dialogue. On a écouté Sidia Touré sur notre antenne, je pense que ça c'était lundi. Oui. Beaucoup de partis politiques demandent en ce moment à dialoguer. Et vous... Quelle sera votre position en fait? Quel sera votre rôle, votre démarche pour vraiment réunir tout le monde, rapprocher les partis politiques pour essayer de voir avec le pouvoir pour que vraiment le pays soit unifié? Bon, et proprement dit, je pense que le dialogue, moi je dis que c'est un peu... on est un peu en retard. Parce qu'on peut dialoguer, dire d'abord quel est le TDR. Oui. On veut quoi? On veut livrer les prisonniers. Ouais. C'est la justice qui fait ça. Mais il faut déjà un premier pas. Il faut déjà un premier pas. Non, mais je veux dire, attends, pourquoi? Sur quoi? Il faut me dire le contenu, les conditions dans lesquelles ça doit avoir. On veut que les prisonniers sortent. On veut que le président, comme les autres disent, il y a déjà 2 présidents théoriquement. Ouais. Ah bon? Oui. Il y a 2 présidents en Guinée aujourd'hui. Même ce matin, j'ai entendu dire, même ce matin, le communicant, je crois que c'est madame ou mademoiselle qui posait la question, j'ai entendu ça dans une autre radio. Voilà, qui disait Kabano ou quoi, non, je ne sais pas. Ouais. Communicant de ISDG. Est-ce que c'est pas Milimono? Voilà, Milimono. Okay. Voilà, communicant. Il dit que leur président, tant qu'on ne reconnaît pas leur président, et en tant que Marcel est installé, qu'il ne parle pas au dialogue. Donc par rapport à ça, d'abord le premier crise c'est là-bas. Le crise, il faut que le perdant reconnaisse, oui, j'ai perdu. À ce moment, on va provoquer dialogue. Sur quoi en ce moment on va D'accord, moi j'ai une question. D'où ma question, s'il te plaît. D'où ma question quand Lamine me l'a demandé. Je suis revenu sur ce que j'ai qualifié de pic à l'endroit du leader de l'UFDG. Aujourd'hui, ce que vous dites, c'est vrai. Maintenant, est-ce que si vous vous entamez sur ce chemin dont Lamine parle, le dialogue, vous aurez à écouter celui d'Alain Diallo? Quel est aujourd'hui le rapport? Parce que quand on l'écoute, qui ne reconnaît pas votre statut, et avec cette sortie, on a l'impression que ça ne va déjà pas entre vous deux. Comment compter sur lui pour l'amener autour de la table? Bon, moi, la première chose à faire d'abord, il faut que c'est le Rénard dire qu'il est croyant, les musulmans, j'ai dit ça chaque fois. Il n'a qu'à accepter sa défaite. Là, ça peut faciliter, on peut. Parce que tu ne peux pas dire au camp d'en face, dire qu'on va dialoguer pendant que tu dis, l'autre dit le président, toi aussi tu dis le président. 2 présidents dans un pays, déjà, c'est le pagaille. Donc là, d'abord, c'est le premier crise maintenant, c'est là-bas. Une fois que ça s'est résolu, en ce moment, on va demander dialogue. Normalement, à partir du moment qu'il y a l'Assemblée et qu'il y a un chef de file de l'opposition, toutes les personnes qui se réclament, ou tous les partis qui se réclament de l'opposition, nous, d'abord, on doit se voir ensemble. Oui. Ça se passe comme ça même à l'hémicycle. Ces groupes parlementaires travaillent à part, tous les 3 groupes parlementaires. Donc maintenant, après, vous réunissez, on dit sur la plénière. Non, pas plénière d'abord. Intercommission. Oui. Après, il y a maintenant il y a plénière. Donc, alors, quand l'opposition va se réunir, pour Mouvance aussi, tous ceux qui disent qu'ils se déclarent de Mouvance, ils se réunissent. Après, on va demander au président pour dire qu'il faut autoriser que le dialogue soit allé, mais avec aussi, j'ai dit, un dialogue sur quoi? Il faut que le terme soit défini. Défini bien avant. Voilà. Là, on demande au président, voilà, toute l'opposition demande ça. Le mouvement aussi est d'accord. Maintenant, il y a des structures pour que le président, tel que
le Premier ministre d'abord, parce que constitutionnellement, c'est le garant. C'est le garant. C'est lui qui chose. Et puis, après, lui peut nous envoyer au ministère de l'Intérieur, qui est tuteur des partis politiques. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. Mais on ne peut rien faire tant que on n'a pas, le second ne dit pas oui, je reconnais ma défaite. Voilà, le chef de file de l'opposition guinéenne, notre invité ce matin chez les GG, et là, Mamadou Silla. Allez-y, Guiba Minimono. Alors, justement, vous parlez de conditions. Il faut d'abord créer les conditions pour aller à ce dialogue et les points qu'il faille discuter. Mais au-delà, est-ce que le chef de l'État, vous n'attendez pas aussi le président de la République par rapport un peu pour un effort, parce que c'est lui qui est au pouvoir, il est aussi mieux placé pour essayer vraiment de faciliter un peu ce cadre de concertation. Oui, moi je parle avec lui. Heureusement que je le vois. Ok. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas à l'opposition. Qu'est-ce qu'il vous dit, Alpha Condé? Mon slogan dit que je vais gouverner autrement. Opposer autrement. Lui, il a dit gouverner autrement. Moi, c'est vrai, le premier, quand il a dit le lendemain, c'est moi qui a dit ça. J'ai dit, moi, je vais aussi opposer autrement. Non. Alors. Qu'est-ce que signifie l'opposition autrement? Oui, mais il faut pas, par exemple, être là, prendre des cailloux, jeter sur les bateaux des gens, brûler des punais, gâter le peu de développement qu'on a. Et il ne faut pas gâter ça. Ça, c'est pour le peuple de Guinée. Donc ça, c'est autrement. D'autres, quand c'est ça qu'ils faisaient avant, nous, on va dire non. Intelligemment, on va travailler. Est-ce que vous avez échangé avec le président par rapport à ce cadre de concertation? Oui, souvent. Et puis il me dit, bon, lui, aujourd'hui, comme j'ai dit, tant que l'autre ne reconnaît pas sa défaite, vous voyez, c'est très difficile. Non, et là, il y a beaucoup de lutteurs qui nous écoutent en ce moment. Moi, je ne peux pas comprendre que vous êtes le chef de file de l'opposition et que vous rencontrez le président de la République en catimini. Ce n'est pas votre copain quand même. Non, c'est pas catimini. Mais si. Vous avez dit que vous le rencontrez et que vous parlez souvent de ce qui est en train de se passer dans le pays. Vous savez bien que tout est bloqué, vous, monsieur le chef de l'opposition. Vous savez que tout est bloqué en ce moment dans le pays. Vous savez que le président vient d'être installé, sa nouvelle fonction. Oui. Mais je le voyais avant. Okay. Et quand même, depuis qu'il a été installé, vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez revu ou pas du tout? L'histoire de, n'est-ce pas, c'est pas investiture. Oui. Je crois qu'une fois j'ai écouté. Oui, on en a parlé. Voilà. Donc, alors, maintenant, je l'ai dit, écoute, après, à l'occasion, après, il m'a appelé. On a déjeuné ensemble. Ok. Donc, après son investiture. Voilà. Ok. Voilà, il m'a appelé après un vendredi. Et puis, on a déjeuné ensemble. Oui. Donc, qu'est-ce que vous êtes dit? Donc, le problème, j'ai dit que le pays, ça ne va pas. Ouais. Il a intérêt qu'il y a la paix dans le pays. Oui. Parce que c'est lui qui doit présenter un bilan. Ouais. C'est pas nous autres qui sommes opposés. Non? Alors, il faut qu'il essaie tout. D'abord, il est le plus âgé que nous tous. Tout ce qui est dans le plan politique aujourd'hui, il n'a qu'à vraiment temporiser tout ça. Mais, quelque part... Quelle a été sa réaction? Non, il dit déjà que si l'autre, il va dialoguer avec qui? Le gars a refusé d'aller aux législatives. Aujourd'hui, lui, il connaît que chef de file de l'opposition, c'est-à-dire de l'opposition qui le connaît, sa notoriété et tout. Donc moi, qu'est-ce que je veux faire? Aujourd'hui, je l'ai écrit la lettre, je ne sais pas quel jour. Donc il a reçu la lettre, demande d'audience. Je vais venir avec mon cabinet. Donc Alpha Condé dit qu'il faut que Cellou reconnaisse sa victoire. Alors, mais c'est ça. C'est ce qu'il dit. Il faut qu'il reconnaisse. C'est ce qu'Alpha Condé dit. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. Mais est-ce que vous rencontrez aujourd'hui le président pour parler? Mais l'autre partie aussi, c'est Cellou Dalein Diallo. Est-ce que, au-delà de ce qui se passe, quand même, vous avez des initiatives pour lui aussi le voir et obtenir... Excuse-moi, mais il faut qu'on aille un peu. Oui, cette rencontre avec le président, parce que lorsque vous dites que le chef, vous laissez filtrer comme quoi le chef de l'État aussi a une condition, il faut qu'il reconnaisse aussi ma victoire, qu'il renonce à sa position. Mais il vous a dit ça? Non. Il vous a dit ça. Il m'a dit que, mais comme vous voulez, il y a Thierry, il y a des problèmes, l'autre se réclame président, puis il y a Thierry un peu partout et tout ça là. Donc comment je vais faire? Je m'occupe d'abord de la sécurité et tout ça là. Et puis y compris que lui qui est en train de s'agiter, qui puisse vraiment revenir à la région. Et c'est, voilà. Donc, sinon, je suis de l'opposition. Moi, c'est lourd. Je vais aller vers lui. Je vais aller vers lui. Donc, vous ne l'avez pas fait encore?
Hein? Donc vous ne l'avez pas fait encore. Vous êtes entretenu avec le président et vous a posé des conditions aujourd'hui. Est-ce que votre ami, Cellou Diallo, quand même, c'est votre ami? Cellou Diallo est mon ami. Oui. Justement, mais le problème que j'ai avec lui, chaque fois qu'il sort, il m'attaque. Or que c'est moi. Non, mais ça c'est politique. Aujourd'hui, non, c'est politique. Non, c'est politique, mais je veux dire, je suis d'accord. Mais le problème, quand tu attaques ton ami publiquement, c'est pourquoi je réplique souvent. Sinon, je pense que c'est moi qui peux arranger entre les deux. Mais on parle de la nation, là. Ce ne sont pas que les deux. Justement, on parle de la Guinée, là. C'est très important. Non, je vais dire d'abord, quand je vois... il y a plusieurs étapes. D'autres ne se réclament pas. S'il a reconnu, tacitement, il a reconnu l'autorité d'Alpha, il a demandé dialogue. Si tu ne reconnais pas quelqu'un, comment tu vas dialoguer? Maintenant, vous êtes chef de L'autre déjà ne reconnaît rien. Bon, je crois que c'est plus compliqué. Même si c'est dans la famille, l'enfant qui a plus de... J'ai l'impression qu'il y a... D'abord, moi j'ai un problème ce matin parce que le chef de file de l'opposition et l'ancien, d'abord, s'il n'arrive pas à planir, c'est différent. Je pense que ça devient compliqué. Vous êtes aujourd'hui le président de l'opposition, entre guillemets, le leader. En attendant la charte des partis politiques que ce soit adopté, est-ce que vous-même, vous ne devez pas prendre de la hauteur, éviter un peu de rentrer dans le clash avec ces loups pour pouvoir un peu l'amener vers le dialogue et obtenir quelque chose de lui? Parce qu'il y a un blocus. Il y a un blocus. Mais je vais très bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Moi, s'il me donne l'occasion, même aujourd'hui, je passerai vers eux, vers lui. Vers lui d'abord. Vous savez, j'ai dit, c'est après, il y a un dialogue qui peut maintenant amorcer. Donc, on va maintenant s'entendre, s'asseoir. Qu'est-ce qu'on veut obtenir avec l'État ou le gouvernement ou le président? Bien. Donc, et on pose ça. Maintenant, on s'entend sur ça. Maintenant, c'est là qu'on va demander, soit faire un mémo, ou bien en tout cas, demande l'audience selon notre, n'est-ce pas, relation avec le président. Il va nous recevoir tous. Et puis, on va dire ce qu'il faut. Et là, je me dis, ce n'est pas une première. Je veux dire, quand on va un peu plus loin, on a envie de dire qu'on est en train de revivre, en fait, le temps compté en Guinée, sans peut-être aller très loin. Oui, compter, le temps compté en Guinée. Le temps compté sans compter. Justement, le temps compté sans compter. Est-ce que ça ne vous fait pas peur, l'avenir du pays aujourd'hui? Très. Ça vous fait peur? Très. Et comment? Parce que je vois que ça ne va pas. Il y a la tension, il n'y a pas d'entente. À l'époque, quand vous étiez là, aux côtés de Conté, qu'est-ce que vous avez fait pour débloquer la situation? Bon, lui, il me portait confiance. Oui. J'ai fait beaucoup. Et Alpha ne vous porte pas confiance? Même à informel. Bon, vous savez, le président Alpha, son problème, quand il dit seulement je me suis opposé à lui, j'ai opposé à lui. Ouais. Tout de suite, il te prend comme un ennemi. Ouais. Non, voilà. Ouais. Donc, c'est difficile. Okay. Quand il va le parler, et d'autres, je sais pas, c'est TV5 ou quoi, qui sont venus chez moi l'autre fois. Ouais. Ils ont demandé que les choses sont bloquées, n'est-ce pas, les camions qui sont bloqués dans les Sénégal différents. J'ai dit, bon, j'ai deux handicaps là-dedans. D'abord, quand même, je ne veux pas que les gens perdent leur argent, parce que l'argent, je connais le monnaie. Donc, j'ai dit ça, je suis contre. Mais j'ai deux handicaps. La première, je suis d'opposition. L'opposition, Alpha, quand il dit l'opposition, et voilà comment il te prend. En plus, c'est la sécurité. Il a dit que c'est sécurité intérieure d'État. Donc, moi, l'opposition, je vais lui parler de la sécurité. Il ne m'écoutera pas. Il va dire que, bon. Donc, on finit avec la justice. En gros, vous allez peut-être vous allez initier, mais vous n'êtes pas sûr d'obtenir quelque chose de justement. Je crois que le temps est trop. C'est juste prématuré, je veux dire. Ouais. D'accord. Vous sentez tout ça, il y a de tension, il faut planifier tout ça. Et que les gens, enfin, il faut temporiser. C'est comme un aveu d'impuissance. Vous reconnaissez, voilà, vous êtes impuissant aujourd'hui face à la situation? Non, bon, et moi j'ai fait mon rôle, comme j'ai dit. On n'a pas dit le contraire. J'entends de faire mon rôle, mais je t'ai dit, négociation de ce genre, les confiances, n'est-ce pas, il y a une crise de confiance. Le fossé est tellement
creuser long et même plus grand, Ouais. c'est difficile de ramener tout ça. C'est petit à petit, avec le temps. Ouais. Je crois que Pendant ce temps, le pays a arrêté. Mais Le oui. président de l'Assemblée Oui, nationale, malheureusement. le président de l'Assemblée nationale, vous l'avez rencontré, vous avez en parlé ou pas du tout d'Amaro? Ou D'Amaro. pas du tout? Oui. En ce qui Oui. concerne cette situation. Mais si, mais on parle, il n'y a pas de problème, on parle. Mais vous savez, j'ai dit que tout est bloqué d'abord au niveau là. Que ça soit RPG, je ne sais pas, tout ce qui est mouvement présidentiel, le gars a refusé de nous reconnaître. Voilà, nous aussi, on ne fait rien avec lui. Bien. Voilà. Le président, pardon, Le chef de file. le chef de file de l'opposition, le président de l'UDG, voilà, il est notre invité ce matin, évidemment, chez les grandes gueules sur Radio Espace. Allez-y. Oui, mon cher. alors aujourd'hui, Monsieur Mamadou Sylla, l'Assemblée nationale, c'est aussi une plateforme de dialogue. Est-ce que l'Assemblée aujourd'hui peut constituer un terrain de retrouvailles, même si celui d'Alain Diallo n'y a pas de députés? Oui, mais dialogue, ça n'a rien à voir. On a dit, n'est-ce pas, on parle de le groupe parlementaire, et il y a aussi extra-parlementaire, il y a aussi non inscrit, même il y a tout. Donc, eux, aujourd'hui, ils disent qu'ils ne parlent pas, c'est leur droit, ils ne sont pas partis aux élections, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas guinéens, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les appeler. On ne peut pas s'asseoir, discuter avec. Mais, vous savez, mon problème aussi, dialogue en Guinée, on en a fait tellement. Ouais. Mais tout dort maintenant sur les tiroirs, dans les bureaux et autres. On n'a jamais exécuté. On a quand même un chef de file, pas confiant sur l'avenir du pays. Voilà. Justement. Non, j'ai des soucis. Ouais. J'ai des soucis, c'est vrai, c'est la vérité. Vous savez très bien, moi, j'ai passé tellement d'épreuves ici, vous savez très bien. On était dans le studio là encore quand le patronat a tombé. Ouais. Ça se fait tellement de tollé. J'étais jusqu'à, n'est-ce pas, Genève, là où j'ai gagné, même à l'époque de Tamantan. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, quand la vérité est là, je le dis. Quand je ne suis pas d'accord aussi, je dis je ne suis pas d'accord. Alors, Mais là, vous dites, vous opposez autrement, contrairement aux autres qui jetaient des cailloux. Mais pour jeter des cailloux, il faut aussi avoir des militants dans la rue Est-ce que vous en avez vraiment, malgré que vous soyez chef de file? Il y a des gens qui ont voté pour moi. Ça, Moi, peut-être la question. J'ai quand même... J'ai mon fief, j'ai mon fief et puis j'ai beaucoup de gens. Bien. J'ai été élu quand même. Voilà, c'est bien dit. C'est pas un décret qui m'a mis. Bien. Le chef de file de l'opposition, il est notre invité ce matin chez les GG. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Notre invité est déjà dans ce studio, Monsieur Souma, Fodé Mohamed Souma, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue sur Radio Espace. Est-ce que vous consommez de la chicha ou pas du tout, en toute sincérité? Non seulement je n'en consomme pas, j'ai plus de 30 ans de faux état, je ne connais même pas le goût de l'alcool, de la bière. 30 ans de faux état. Ouais. En tout cas, bienvenue dans notre émission. Bonne année. Bonne année. Tous mes voeux, ainsi qu'à vos téléspectateurs et les auditeurs. Merci. Voilà, honorable, bienvenue chez nous. On en parlait tantôt. Cette résolution prise hier à l'Assemblée nationale. Apparemment, nos députés veulent dépolitiser le travail des autorités morales. Dites-nous pourquoi cette résolution. J'estime qu'elle arrive à point nommé. Même si chez nous, on dit souvent qu'il vaut mieux tard que jamais. Il est inconcevable d'être dans un pays laïque, une république, où les rôles sont partagés, où les dispositions contraires sont décidées, où n'importe quel Kuntigi patriarche peut interpeller le chef de l'État ou le juge. Je trouve que c'est inadmissible. Même hier, à l'Assemblée, de la bouche même du président, il y a des députés qui ont été interpellés par leur communauté pour leur dire de ne pas voter. C'est pour vous dire que nous sommes sur un terrain glissant et qu'il faut faire quelque chose. Et il y a des radicaux parmi nous qui pensent qu'il faut les interdire. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne les bons exemples, comme dans certains pays, comme le Bénin, le Sénégal. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les Bagas aient leur autorité morale, que c'est telle ethnie, parce que on n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a plus de 70 ethnies. Ils ont réussi à régler ce problème. Eh bien nous, moi je pense que ça c'est une forme
vraiment de raccourcis et de contournements permettent les Ivoiriens l'ont réglé en constitutionnalisant le rôle des Au Sénégal, je vous donne l'exemple. Par exemple, le chef des Baga, il a une dotation, il a une voiture, une garde qui fait qu'il n'a pas besoin des politiques. Je crois que nous devons aller sur ce terrain afin que Fodé Mohamed Souma n'aille pas voir truc parce que le président Alpha Condé l'a enlevé ou bien parce que sa femme passe en jugement. Non, il faut que l'État reste fort. Et c'est pourquoi je parle de restauration de l'État. Alors, justement, le débat tourne autour de la possibilité ou bien des chances de pouvoir changer la donne. Quand on prend, comme vous le notiez, c'est la politisation à outrance, surtout ces derniers temps, quand on a entendu les politiques s'inviter dans le débat politique. Et dans la résolution, il y a quelque chose qui interpelle quand on sait que le président aussi, son rôle a été vivement indexé. Absolument. Et il y a, par exemple, cette partie qui dit le pouvoir exécutif, en traitant les cas de coordination régionale et les organisations assimilées, devrait éviter d'être la source d'approvisionnement financier de ces structures informelles. Déjà, le mot « devrait » interpelle plus d'un pour dire que c'est léger. Vous êtes d'accord? Quand je dis léger, vous savez, quand on s'adresse au chef de l'État quand même, ou quand on l'interpelle, il faudrait éviter des mots caractériels ou je ne sais quoi. Je pense qu'en tout cas, on l'a interpellé sous le fait qu'il est une partie du problème. Maintenant, il devrait être une partie de la solution. Qui est une partie du problème? Le président? Ah oui, absolument. Okay. Lorsque le président cautionne que j'enlève Mamfou Diabango, mais le patriarche ou le Kontigi ou je ne sais quelle autorité vient m'interpeller pour que je la remette encore en place, mais il est interpellé. Lorsque un juge décide que Fodé Mohamed Souma est coupable et que derrière, ils viennent faire un non-lieu, c'est grave. Je crois qu'il faut que la restauration de l'autorité de l'État soit enfin une réalité, et ça passe par la tolérance zéro, ça passe par garder ces structures dans leur forme originelle. C'est-à-dire, on en a besoin. Autorité morale. C'est dès le départ d'ailleurs. Quand on prend le cas de Zéré Corée, ce qui se passe de ce côté, je sais bien que c'est inadmissible. Officiellement, on nous dit que le pouvoir ne se mêle pas, mais officieusement, évidemment, il y a la main du pouvoir. Non, c'est clair, c'est clair. Oui, mais on ne peut pas mourir pour des détails aussi subalternes. C'est pas possible. On est dans un État laïque, dans une république. Je crois que tous les citoyens devraient être logés à la même enseigne. Et si nous poursuivons sur ce créneau, eh bien, c'est là qu'on va arriver à avoir une nation. D'accord. Moi, j'ai un problème avec quand même le contenu de la résolution. C'est vrai, il y a 6 points. C'est vrai, on demande au chef de l'État aujourd'hui de s'affranchir de ces autorités morales parce que tout simplement, ils influent parfois sur les prises de décisions, notamment les nominations au sein du gouvernement et à certaines hautes fonctions, mais sauf qu'elle n'est pas coercitive. Nulle part dans la résolution on nous dit bon, ce n'est pas notre rôle. Si toutefois on invitait à la haine ou une autorité plombait l'atmosphère ou l'équilibre social, voilà les sanctions peut-être qui peuvent en découler. Il n'y a pas de coercition dans la résolution. Ce n'est pas notre rôle, c'est à la justice de sévir. Oui, mais vous pouvez aussi prévoir c'est vrai que pour l'instant, ce n'est qu'une résolution, ce n'est pas encore une loi. Et c'est quand le président de la République va se prononcer là-dessus et qu'on va voir est-ce que ça peut être pris désormais comme une loi. Mais est-ce que le problème, c'est l'élite parfois? C'est vous, les cadres politiques, qui instrumentalisez ces sages dans les villages, dans les régions. On parle de Baga, il faut que les Bagas se mettent derrière leurs fils. On parle de Thomas, il faut que les Thomas se mettent derrière leurs fils. On a vu le cas Mathurin ici, on a vu le cas Pivi, beaucoup d'autres, même Tchekboro, quand parfois le Konya s'est levé. Même Damaro, le président de l'Assemblée. On a vu à Kindia même. Le président de l'Assemblée. Est-ce qu'il n'y avait pas lieu d'aller plus en profondeur, comme il l'a dit, prévoir dans la résolution des mesures coercitives? Vous savez, une résolution répond à un certain cadre. C'est ce que nous avons fait. Lorsque nous devrons maintenant passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire la loi, ou même faire une proposition de loi, c'est là que le contenu va être beaucoup plus dense. Mais pour le moment, on interpelle, on fait en sorte qu'il y ait une prise de conscience générale. Ce qui se passe à Massanta devrait interpeller tout le monde. Parce que si nous ne faisons rien aujourd'hui, je vous dis, les dérapages incontrôlés nous attendent au carrefour.
je veux parler de tout ce qui se fait dans l'ethnostratégie, les personnes emprisonnées. On a tout mis dans le sens, dans la calebasse de la politique. Et aujourd'hui, la politique guide ce que j'appelle la politique politicienne, et nous voulons écarter un peu plus les politiciens pour que les politiques prennent leur place. Voilà, notre invité ce matin chez les GG, Monsieur Fodé Mohamed Souma, président donc de GECI. Allez-y, Antoine. Je rappelle que ce sont 6 points qui sont contenus dans cette résolution. Au 5e point, vous dites le ministre de la décentralisation devrait veiller sur la problématique des patriarches familiaux et préfectoraux dont les principes ancestraux de désignation reposent sur la gérontocratie. Ça signifie quoi? Vous savez, il y a de nouveaux mots que nous découvrons aujourd'hui en Guinée. Patriarche, Kuntigi, ça n'existait pas. Ouais. On avait la lignée. Et tant qu'on suivait cette lignée, il n'y avait jamais de problème. Ouais. Lorsque vous allez chez les Guirassi et qu'on sait que la lignée, c'est de père en fils, et que le plus âgé prenne la succession, il n'y a pas de discussion. Ouais. Donc c'est ce que nous voulons dire. On prend l'exemple de Nzerekoé par exemple. Oui. Le fils, c'est son père qui a dit qu'il serait l'héritier. Hier, on a écouté le maire qui l'a confirmé. Mais avant-hier, il y a Sekou Swapé qui disait que ce sont les oncles qui doivent succéder au père. Alors à ce niveau, est-ce que votre demande s'applique à ce niveau et à quel propos? À quel degré? À quel degré? Tout dépend de ce qu'on dit. Il y a des sociétés matriarcales comme chez les Baga. Il y a des sociétés où c'est de père en fils. Oui. D'autres, ce sont les oncles. C'est-à-dire les enfants des sœurs, des frères. Ça dépend. Mais moi, je dis, si la lignée est respectée, quel que puisse être le cas de figure, il n'y a pas de discussion. Même si, regardez ce qui s'est passé en Thaïlande, ce qui s'est passé au Japon, lorsque la lignée est respectée, même si c'est un fou qu'on doit habiller, nettoyer, laver, on va le faire. Mais du moment qu'on va se dire, ah moi, mon grand-père était ici, ah moi, j'habite ici depuis 30 ans, je suis né ici, c'est là où il y a la confusion. Mais sinon, la lignée, c'est ce qu'il y a, c'est le point d'ancrage de nos sociétés séculaires. Bien. Allez, on va essayer de parler politique maintenant, Daouda Mohamed. Oui, la GECI, c'est Génération Citoyenne, dont vous êtes le président. Absolument. Et il y a aujourd'hui des interpellations, ça et là, sur un éventuel dialogue dans le pays. Dans quel cadre s'inscrit la GECI? Vous savez, pour parler de dialogue, il faudrait planter le décor. Moi, je crois qu'il n'y a pas lieu de parler de dialogue. C'est une façon de mettre la charrue avant les bœufs. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sortons d'une élection. Il y a une crise post-électorale qu'il faut gérer. Donc, ça doit passer par une accalmie, par apaiser la situation. Donc, c'est pourquoi la GECI a appelé à ce que les personnes arrêtées soient libérées. À défaut, que ces personnes soient jugées. Oui. Et ensuite, la justice va faire son travail. Mais vous ne pouvez pas transformer une détention provisoire en détention permanente. Avoir des grèves de la faim, avoir des personnes malades qui peuvent succomber. Je trouve que c'est malsain de vouloir surfer sur cette forme d'arrogance du pouvoir et de gouvernance orageuse. Pensez-vous qu'on a un pouvoir fou aujourd'hui en Guinée? Il n'y a que ce pouvoir qui est capable de mettre dans la balance la libération d'une quarantaine de personnes et l'éventualité d'avoir des millions de personnes dans la rue. C'est pour vous dire que c'est une attitude irresponsable. Mais de l'autre aspect, c'est vrai que ça peut être un avenant et une condition pour aller vers le dialogue. Il y a aussi l'autre côté, le président de l'UFDG, qui est toujours accouté sur une position et dit, pour tout dialogue, il faut d'abord reconnaître ma victoire. Est-ce que cela aussi ne complexifie pas un peu? Non, moi, je pense que c'est loué dans le déni. Et il faudrait qu'enfin, qu'ils comprennent que les législatives sont passées, l'Assemblée est installée, l'Assemblée a élu son président, son bureau, ses commissions et qui travaillent. L'élection présidentielle est derrière nous. La Cour constitutionnelle a fait son travail. Le président a été investi. Je crois que si on doit parler de quelque chose,
c'est ce qu'il y a à venir, Justement. pas ce qui est déjà passé. Voilà, et comment comprenez-vous, si on peut se permettre de dire ainsi, ces sursauts ces derniers temps? On a écouté Sidia Touré, je pense que c'était la semaine dernière, sur notre antenne, qui demandait le dialogue, entre autres. Beaucoup ces derniers temps, Faya Milimono, entre autres, et qui demandait aussi à dialoguer. Pensez-vous que c'est juste la forme et qu'au fond, c'est pas cela? Non, ils ont dit, allez, soyons réalistes. C'est du retard à l'allumage. Ah ouais? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut Qu'est-ce que vous appelez retard à qu'on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous appelez retard à l'allumage? Il faut qu'on interpelle les chefs de l'État pour qu'ils mettent l'accent sur ce qui n'a pas marché pendant ces 2 mandats. À partir de là, on avance. Donc vous pensez que l'heure n'est pas au dialogue? Le dialogue, pour moi, c'est mettre la charrue avant. Avant de parler dialogue, justement, le dialogue, c'était avant. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire en sorte d'enlever une épine du pied au président, parce que là, il y a des consultations. Il va y avoir un gouvernement. Le président se sentira fort de ne rien devoir à personne, de ne pas avoir de patriarche, de contigui ou de sage qui va l'appeler, ou de jouer et de jouer à cet équilibrisme des vases communicants. Telle institution c'est pour telle ethnie. Non, c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Est-ce que finalement, et il faut qu'il nous en sorte. Qui vous a mis dans cette situation? Le président de la Alpha République. Condé. Bien sûr. Lorsque vous créez des vases communicants sur des nominations, c'est très grave. Les nominations, c'est sur la base de la compétence et du mérite. Si vous mettez en avant la compétence et le mérite, qui va venir chercher qui est Lamine Guirassy, qu'est-ce qui est derrière cette structure ou qui est derrière ces résultats? Je crois que lorsqu'il y a des résultats, on s'en fout de savoir qui est derrière. Alors, c'est ce que vous dites là, c'est la norme, c'est la logique. Mais quand même, on a un président imprévisible. Et là, vous êtes en train de dire ce qu'il faut faire. Mais quel espoir garder que le président puisse nous sortir de ce statu quo? Moi, j'estime aujourd'hui qu'il n'a plus besoin de base électorale. Il n'a plus besoin de s'appuyer sur une région. Mais il y a la question de la succession. Aujourd'hui, il a 6 ans devant pour pouvoir changer la donne. Et je lui ai même fait une proposition parce que nous avons des élections communales inachevées depuis plus de 3 ans. Pourquoi ne pas coupler ces élections aux prochaines législatives afin qu'il ait 4 ans pour travailler? Il n'a jamais eu ça en 10 ans. 4 ans pour travailler, pour poser des actes, poser des résultats, et pourquoi pas entrer dans l'histoire. Effacer, essayer de gommer tout ce qui n'a pas marché. On a été pendant 10 ans en élection, en campagne électorale permanente. Aujourd'hui, il a cette possibilité, pendant 4 ans, aucune élection pour se mettre au travail, pour resserrer le tissu social qui est en lambeaux, faire en sorte que le fichier électoral soit assaini, que les élections communales et communautaires soient totalement découplées, afin que... parce que les élections communautaires, c'est une élection citoyenne. Monsieur Souma, moi, ce qui m'interpelle... Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que le président est pris en otage? Si oui, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit que le président est bon, c'est son entourage qui est mauvais. Je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit qu'il est pris en otage, parce que c'est lui qui choisit ses partisans. Moi, ce qui m'interpelle, ce sont les relations entre vous opposants. Parce que Alpha Condé l'a promis qu'il allait faire en sorte que l'opposition soit dans l'oubli du peuple. Et dans le constat des faits, c'est ce qui se voit aujourd'hui. On a un chef de file de l'opposition qui n'a que 4 députés à l'Assemblée. On a des opposants qui... Arrêtez d'être minimaliste. Il est chef de file, point barre. Qui n'a que 4 députés. Non, il est point barre. Parce que là, vous faites un élément comparatif avec les 37 qui n'a que 4 députés. C'est une réalité. Non, c'est le chef de file. De l'autre côté, c'est le chef. Et les opposants qui ne se parlent plus. Vous, par exemple, avec les autres de l'UFDG et de l'UFR, ce n'est pas évident que les relations soient en beau fixe. Qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui? Comment comprendre qu'on soit divisé à ce point? Tout simplement parce que nous avons plus de politiciens que de politiques. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont dans le déni. Nous avons des gens, si ce n'est pas moi, personne d'autre. Tout le monde derrière moi. Alors que la donne, elle a changé. Aujourd'hui, l'Assemblée fonctionne. Et franchement, c'est le lieu de dire que notre bureau fonctionne. Que le bureau de l'Assemblée, que le président Damaro, avec qui j'ai eu à croiser le fer, et aujourd'hui donne une posture d'homme d'État. Soucieux vraiment de la continuité au sein de cette institution. Il vous étonne, Damaro? Ah, bien sûr. Aujourd'hui. Damaro, président du groupe parlementaire du RPG, et Damaro, président de l'Assemblée, c'est 2 personnes totalement différentes. On va essayer de faire replay, si vous me permettez, parce que quand il parle de politique ou de politiciens, moi je sais qu'il y a eu des rencontres entre vous et Alpha Condé et que vous étiez censés collaborer ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas marché à la fin du compte?
En toute sincérité, regardez-moi dans les yeux. Sincèrement, oui. Je sais que vous êtes dans le secret des jeux. Évidemment. Moi, je suis entré en politique en fond. Les grandes gueules. J'ai jamais travaillé dans ce pays. Donc, j'ai une petite expérience que j'estime pouvoir apporter à mon pays. Vous avez demandé trop. Et je ne serais pas... Vous avez demandé trop. Vous savez, il y a une phrase... Il y a une phrase de moi que l'un de mes vice-présidents adore. C'est que de compromis à compromis, on finit par se comprendre. Justement. Donc, je ne me compromettrai jamais. Je ne me compromettrai jamais. Est-ce que un poste ministériel ou... Si demain le président Alpha Condé a besoin de moi sur des bases claires, je vous assure, je suis guinéen, je suis prêt à servir mon pays. Mais si c'est pour amuser la galerie... Je parle des rencontres antérieures, monsieur Souma, quand même. Vous êtes une grande gueule. Assumez, qu'est-ce que vous êtes dit avant? Le président, c'est d'abord un grand frère. Oui, je sais, c'est mon grand frère aussi. Voilà, c'est même mon papy aussi. Voilà. Et sincèrement, j'ai donné des conseils de frères. Oui. Mais en tant que politique, on n'est pas en phase. Mais en tant que frère, nos relations sont au beau fixe. Bon. La raison de votre déphasage. La raison de votre déphasage. J'estime aujourd'hui que ce pays a besoin d'accalmie. Ce pays a besoin de compétences. Ce pays a besoin de se développer, de sortir de cette... Alpha Condé n'utilise pas, s'il vous plaît. Alpha Condé n'utilise pas les compétences. Il fait plus de politique que de penser au développement et à la prochaine génération. Moi, je reviens à la question de l'état de santé de l'opposition guinéenne. Parce que apparemment, vous admettez que ça ne va pas du tout. Comment est-ce que vous l'expliquez? Ça ne va pas, c'est excessif. Non, mais ça ne va pas du tout. Ça, c'est il y en a qui se mettent de travers ou de côté, mais sinon... Qui sont ces gens-là qui se mettent de côté? Ceux qui se sentent... nous, on nous appelle petits partis. Il y en a qui s'estiment être des mammouths, je ne sais quoi. Donc aujourd'hui, c'est nous qui sommes à l'Assemblée. C'est les petits partis là qui sont à l'Assemblée et qui font un travail pour la Guinée. À l'Assemblée peut-être, mais beaucoup pensent que ça a été négocié. Lansana Kouyaté récemment l'a révélé sur une radio de la place en disant qu'Alpha Condé lui a promis 2 députés. C'est pourquoi il n'a pas été aux élections. La plupart de ceux qui ont été aux élections, ils y ont été parce qu'on leur a promis des députés. Et tout était déjà pratiquement scellé sur papier avant qu'ils partent aux élections. Vous avez des informations. Nous, on a battu campagne. Kouyaté nous a révélé que Alpha Condé lui a promis 2 députés, c'est pourquoi il n'a pas été aux élections. Moi, je crois quand même qu'il ne devrait même pas parler de ça. Lorsqu'on est le PDN, on a participé aux élections majeures, on a été la 4e force politique. On ne peut pas se réduire à 2 députés. Et sur certaines même, nous apprenons que d'autres même, les cotations là ont été ça a été négocié, tout a été négocié. Et payé d'avance même par les équipes qui mené. Mais moi j'ai un problème quand même. Allez-y, on va aller très vite. L'avenir de l'opposition guinéenne. L'avenir, tout dépend du virage que nous sommes en train de prendre. Ce virage aujourd'hui, il est fait de quoi? Il est fait de vision. Aujourd'hui, on manque de leadership. On manque de vision. Donc le jour qu'on va mettre en corrélation ces 2 exigences, je crois que l'opposition sera forte parce que ce pays a besoin de contre-pouvoir. Et l'affaiblissement du FNDC, l'implosion au sein de l'opposition ne fait qu'arranger le pouvoir, mais pas la Guinée. C'est vrai. Justement, moi, c'est par rapport au contre-pouvoir. D'ailleurs, parce que si nous ne mettons pas en place ces institutions fortes, c'est la plus forte qui est en train de s'imposer aujourd'hui, l'exécutif. Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale, normalement, qui est une représentation du peuple, aujourd'hui, sinon on voit le nombre de députés de l'opposition et par rapport au pouvoir, quand même, la distance, elle est grande. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui... ça de l'extérieur, mais à l'intérieur... Oui, mais sauf qu'avec les résolutions, les lois organiques qu'il faut voter, ça risque d'être une boîte d'enregistrement. Non. Je vous assure que nous travaillons en bonne intelligence. La nécessité aujourd'hui. Est-ce que vous écoutez le président de l'Assemblée? Oui, on l'écoute. Est-ce que vous écoutez le président du groupe? C'est pourquoi je suis pressé que la digitalisation soit une réalité pour que les Guinéens voient qu'à l'Assemblée, ce sont des élus qui travaillent pour le pays et non pas une mouvance, je ne sais pas, comment dirais-je, majoritaire, je ne sais, non, nous travaillons en bonne intelligence. Voilà. Et si vous regardez la résolution, on n'a jamais vu un président de l'Assemblée parler ainsi au président de la République, c'est-à-dire à l'exécutif. Justement, Fodé Mohamed, ce moment, je suis très 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 bluffé ce matin. Notre invité ce matin chez les GG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.